Bonjour à tous, vous écoutez Derrière le rôle, un podcast qui vous permettra d'en savoir plus sur ce qu'il se cache derrière le déroulement d'une partie de jeu de rôle. En somme, bienvenue dans les coulisses. Et amis poditrices, amis poditeurs, amis rôlistes, amateurs ou confirmés, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Derrière le rôle. Alors, déjà, la régie. Alors, épisode un peu spécifique aujourd'hui, un peu spécial parce que on est dans des conditions spécifiques puisqu'on est en live et en public. On est à Podcast ici et on est en live sur Twitch. Je crois qu'il y a des caméras, voilà. Néanmoins, on est toujours avec la même équipe à une exception près, mais on y reviendra. Alors, aujourd'hui, on va pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va pas faire une partie de jeu de rôle. On va parler plus spécifiquement des coulisses de tout ce projet. Alors, on va commencer. Je vais me présenter. Alors, on a, encore une fois, c'est amateurisme total, hein, d'accord ? On a une espèce de conducteur, mais il y a peu de chances qu'on s'y tienne. Je préfère être franc avec vous. Donc, on va broder autour de ça. Mais l'idée principale, c'est qu'on va essayer de faire participer le public pour avoir son avis, ses suggestions, etc., etc. Alors, on va commencer par les présentations. Donc, je me présente. Moi, le pseudo, c'est Osef. Je m'appelle Sylvain et j'ai monté le podcast qui s'appelle Derrière le rôle. L'idée derrière ce projet, c'était d'une, de faire du jeu de rôle parce que j'aime bien ça. Deux, de faire un podcast autour du jeu de rôle parce que j'aime bien ça. Et le truc un peu inavoué, c'était à la base un petit défi parce que je voulais faire un podcast, mais j'avais du mal à trouver le thème du podcast. Et je voulais surtout faire une campagne de jeu de rôle complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai bientôt 40 ans, je fais du jeu de rôle depuis que j'ai à peu près 13 ans. Et j'ai rarement masterisé, c'est-à-dire que j'ai rarement mené des parties et j'ai encore plus rarement terminé des campagnes. Et en fait, je me suis dit, bon allez, on se lance, on va essayer de faire un podcast où on va faire du jeu de rôle et où on va terminer, du moins essayer de terminer une campagne de jeu de rôle. Voilà, donc l'idée était lancée. Maintenant, il s'agissait de savoir sur quel jeu de rôle on allait s'appuyer et on joue avec le jeu de rôle Aria. Je le montre à la caméra là. Je ne sais pas si en régie ça peut suivre. Voilà, donc ça c'est un jeu de rôle qui s'appelle Aria qui a été créé par Fibre Tigre et en fait il m'a mis un peu le pied à l'étrier parce qu'il fait un actual play sur YouTube que je vous conseille de regarder. Alors clairement on l'a un peu singé. J'ai mis une petite patte coulisse dont on parlera tout à l'heure, mais voilà, Aria c'est du médiéval fantastique, donc chevalier, un peu de magie, un peu d'exotisme, tout ça. Et j'aime bien l'univers. Le système de règles, c'est un système de règles générique, donc il n'y a pas trop à se prendre la tête avec la compréhension de tout ce qu'il y a derrière. Je me suis dit pourquoi pas s'appuyer là-dessus. Voilà, dans l'idée, on avait le sujet, à savoir Aria, et il me fallait l'équipe. Parce qu'on peut difficilement faire du podcast tout seul. Je me suis pas entouré d'inconnus puisque les gens qui sont avec moi, je les connais depuis largement plus de 20 ans. Alors un petit bémol peut-être pour Aurélien que je connais mais depuis moins longtemps on va dire. Combien de temps à peu près Aurélien ? Alors, je ne me rappelle plus depuis combien de temps, mais on s'était croisés il y a quelques temps. Et voilà. Puis, effectivement, j'ai été rapporté. Voilà, pièce rapportée. Voilà, donc, bon, on se connaît depuis longtemps. Je savais que ce projet allait pouvoir leur plaire, donc je leur ai proposé. Je vous propose d'écouter, puisqu'ils vont se présenter. Eric, à toi l'honneur. Bonjour à tous, je suis donc Eric, comme tu l'as dit. Je m'approche moi tranquillement de la cinquantaine et je fais du jeu de rôle, depuis l'adolescence également. Et je connais donc Sylvain ou Mehdi depuis un peu plus de 25 ans. Et toi, Aurélien, depuis 15 ans, un truc comme ça. Depuis 2007 à peu près. Voilà, puisqu'on est au même club de jeu de rôle. Quand tu dis 2007, c'est plus du à peu près, c'est précis. C'est précis. Ouais, c'est le moment où j'ai rejoint notre club de jeu de rôle commun. Donc voilà. Le Gobelin fanatique, voilà. Et sinon, je suis aussi bien joueur que maître de jeu, alors sur des univers très variés, enfin aussi bien les classiques Star Wars, Warhammer à l'époque, L5R, enfin bref. À part des petits jeux indés, je pense que j'ai dû faire une bonne moitié de ce qui se fait. Juste, parle un chouïa plus fort ou un chouïa plus près du micro. Et ensuite, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on dit là, vous inquiétez pas, on va détailler après parce que ça peut être un peu obscur quand on n'est pas du sérail. C'est ce que j'allais dire, ça me paraît un peu pointu de citer les noms de jeux de rôle. On va y revenir, mais voilà, vas-y, continue, excuse-moi Eric. Eh ben non, j'avais quasiment fini et voilà, donc je vais passer la parole à Mehdi.
Mehdi, que vous avez pu déjà voir ici. Ok, bonjour tout le monde. Donc, je suis Mehdi et je fais partie de ce podcast de jeux de rôle et moi je joue au jeu de rôle aussi depuis aussi longtemps qu'Eric. J'ai débuté à la fin des années 80 je crois. J'ai eu la chance de connaître cette période magnifique des années 80 et de cette culture geek qui a émergé dans ces années-là. Et du coup moi j'ai commencé avec les livres dont vous êtes le héros. Alors je ne vous vois pas, je suis non-voyant. Donc j'ignore dans la salle quel âge à peu près vous avez, mais toujours est-il que pour ceux qui connaissent cette référence. Ah ouais, bon, écoutez, en tout cas c'est l'ancêtre du jeu de rôle et on va vous expliquer ce que c'est, vous inquiétez pas. Bref, voilà, donc on a une botte de joyeux potes et on se lâche, on se libère, c'est un exutoire le jeu de rôle. On n'est pas nous-mêmes, on incarne des personnages dans des fictions où personne ne sait très bien où ça va aller et c'est moi ce que j'aime dans ce loisir entre autres. Évidemment, comme c'est basé sur l'imaginaire et la parole principalement, avec mon handicap ça me met aussi très 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 abordable comme loisir, sachant que j'étais déjà à fond dans ce loisir bien avant de voir très mal et de perdre la vue. Donc j'ai été piqué par la mouche jeu de rôle bien avant. Voilà, est-ce que tu penses à autre chose à ajouter ? Non, juste pour préciser qu'effectivement on joue en distanciel parce qu'il y a différentes façons de faire du jeu de rôle. Nous on est à distance parce que j'habite à 800 km de chez eux et que ça reste relativement pratique le distanciel pour Mehdi qui est aveugle parce que voilà, on configure un peu son logiciel, il appuie sur envoyer ou record, enfin peu importe, et après il suffit juste de parler pour tout ce qui est partie rôliste. Après le montage forcément il s'en occupe pas encore, mais ça reste accessible et pratique pour lui, quoi. Un point, Mehdi, éventuellement tu peux nous dire quels sont tes goûts, tes préférences dans quel type de jeu de rôle tu aimes? En jeu de rôle, après, comme je vous dis, j'ai cette culture des années 80 qui s'est imprégnée en moi et qui a un peu du mal à s'effacer, en tout cas à se moduler. Donc moi je suis surtout les classiques, les Star Wars, l'Heroic Fantasy, le Donjons et Dragons. Après, pareil, j'ai vécu l'arrivée des mangas. D'ailleurs, un salon comme celui-ci, enfin un festival comme celui-ci, aujourd'hui, me rappelle un peu cette atmosphère. À l'époque où le manga n'était pas encore importé en France, on avait à peine quelques dessins animés à la télévision, à peine, mais le manga papier, ça n'existait pas. Et il y avait des gens comme vous aujourd'hui qui se réunissaient dans des endroits, qui organisaient des conventions. Et voilà, et qui parlait tout ça, qui importait tout ça, et puis petit à petit, avec des années, c'est devenu des choses qui ont pris beaucoup plus d'amplitude et qui sont intégrées dans la culture classique en fait, dans la culture quotidienne de tout le monde. Ok, merci Aurélien. Alors, je précise au public qu'Aurélien est relativement timide. Voilà. Je dirais asocial plutôt que timide. C'est un trait de certains rôlistes. Mais effectivement, cette journée est un exercice, une épreuve pour moi. Tu vas bien t'en sortir, t'inquiète. On va y arriver. La photographe de... Aurélien, rôliste depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Effectivement, j'ai commencé comme les autres pendant mon adolescence. Et j'ai fini par les rencontrer donc en 2007 en rejoignant un club de jeux de rôle. D'abord j'ai rencontré Eric et puis Mehdi et Sylvain qui ont fréquenté un peu le même club à une époque. Pendant 15 jours. Pendant 15 jours. Oui, c'est un peu l'idée. Et donc effectivement c'est une pratique hebdomadaire depuis cette époque, tous les samedis sans faute, sauf aujourd'hui, sauf exception. Et j'ai toutes sortes de JDR, pareil, j'ai dû toucher un peu à tout, de l'Heroic Fantasy, donc avec le classique Donjons et Dragons, mais avec du Warhammer ou d'autres trucs moins connus, on va dire. De la SF avec du cyberpunk que tout le monde doit connaître avec le jeu vidéo qui est sorti récemment, c'est relatif, mais enfin il n'y a pas si longtemps. Du Star Wars, enfin voilà, des grands classiques. Ok, très bien. Alors là, pour les néophytes, on a peut-être dit beaucoup de trucs incompréhensibles, cyberpunk, pourquoi pas Donjons et Dragons. Dans le public, levez la main ceux qui connaissent le jeu de rôle. Pas mal. Ok, nickel. Qui pratique le jeu de rôle ? Bien, putain, il y a du les monde. mêmes. Alors sincèrement, on n'avait pas misé sur autant de personnes. Alors, question qui peut fâcher. Qui écoute derrière le rôle ? Allez, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si tu peux lever à moitié la main. Il a levé à moitié la main. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu de rôle,
on va utiliser les grandes lignes. Imaginez-vous, vous êtes sur une scène de théâtre, le metteur en scène va raconter l'histoire et vous allez pouvoir interagir avec cette histoire. Alors bien évidemment, il y a plein de comment on dit. Vous pouvez m'aider s'il manque des mots. Je sais pas. Il y a plein d'interactions à voir. Voilà, il y a fait, plein d'interactions. Un exemple classique, vous connaissez, je pense, tous les trois mousquetaires. Bon, imaginons que Alexandre Dumas, au lieu d'écrire son bouquin, il réunisse des amis. Il dit, toi, tu vas jouer Athos, toi, tu vas jouer Porthos, toi, Aramis et toi, D'Artagnan. Et il va commencer à mettre en place l'intrigue. Les autres joueurs n'ont pas lu le livre puisqu'il n'a pas été écrit. Et ils vont rencontrer le cardinal de Richelieu, Rochefort, et qui vont être interprétés par le maître de jeu, Alexandre Dumas. Et en fait, l'histoire n'est pas écrite d'avance, elle va se construire petit à petit, justement avec l'interaction des décisions que vont prendre les joueurs, des tests qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont réussir, de ce qu'ils vont échouer. Et de ce que le maître de jeu va proposer. Il n'y a pas de gagnant à avoir, pas de perdant à avoir. C'est surtout raconter une histoire. Et à la fin, gagner quelques pex. Et alors là, il parle d'Alexandre Dumas, qui est un univers. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a des univers multiples qui existent. Alors nous, on utilise Aria comme support. Comme je vous l'ai dit, c'est du Heroic Fantasy. Imaginez-vous le Seigneur des Anneaux. Typiquement, c'est du Heroic Fantasy, mais il y en a plein. Il peut y avoir du contemporain tout à fait classique où il y a zéro magie, zéro exotisme. Il peut y avoir du futurisme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est aussi ça l'avantage du jeu de rôle. Il suffit qu'on aime un univers ou même un film, forcément, il existe un jeu de rôle là-dessus. Et j'aimerais ajouter quelque chose, une autre façon de voir le jeu de rôle et qui, j'espère, parlera vraiment au plus grand nombre d'entre vous, y compris ceux qui ne l'ont jamais fait ou qui ne connaissent pas. On a tous en nous un petit enfant qui a adoré qu'on lui raconte des histoires. Raconte-moi la suite, dis-moi la suite. Mais qu'est-ce qui se serait passé si le chevalier il avait pas fait ça? Et ben en fait, le jeu de rôle, c'est comme ça. Et combien de fois vous êtes dit dans une série, mais pourquoi il fait ça? Il est complètement bête. Mais moi, j'aurais pas fait ça. Ou mais qu'est-ce qui se serait passé dans ce roman si le personnage avait dit non, tout simplement, lors de ce passage décisif? Et ben en fait, le jeu de rôle, c'est vous. Vous êtes le personnage dans cette histoire. Et vous allez prendre des décisions. Et quelle que soit la décision que vous preniez, elle aura des conséquences, bonnes, mauvaises, parfois neutres, mais elle aura toujours des conséquences. Et cette histoire, elle va se dérouler à l'infini. Et la personne en vous qui aime les histoires, les contes, les récits. Il n'y a pas une seule personne d'entre nous qui ne regarde pas de film, qui ne lit pas de romans, qui ne regarde pas de séries télé. Eh bien voilà, c'est ça. Vous rentrez dans la fiction. Vous entrez dans la peau du personnage et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et puis l'idée, c'est bien sûr qu'il y a un cadre de règles, un meneur de jeu qui va être un peu le chef d'orchestre ou l'arbitre d'un match de foot. Chef d'orchestre, j'aime bien le... Ah, les chefs d'orchestre. Et voilà, c'est lui qui va faire en sorte que ça va pas partir dans tous les sens. Voilà. Il va essayer de recentrer un petit peu le débat. Et alors, dites-vous bien, alors aujourd'hui, il existe des systèmes de règles comme celui qu'utilise Aria, le système Chaosium, qui est un système générique, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel univers, vous pouvez implémenter ces règles avec de légères modifications. Mais à l'époque, quand j'avais 12-13 ans, Mehdi avait créé un système qui s'appelait Exponanga, qui était aussi un système générique, entre guillemets, et on se pointait le samedi en ayant vu une série, Dragon Ball, beaucoup Dragon Ball, Ken le survivant ou un film, et toute la semaine on se disait ce serait bien de jouer dans cet univers. Et avec ce fameux système Exponanga, on pouvait le faire parce qu'en fait Exponanga c'était juste des chiffres à mettre dans des cases. Après l'histoire, forcément c'est au maître de l'incorporer, et ce qui fait qu'on a joué pendant des années dans les univers qu'on aimait bien, un film qui sortait qui était chouette, et le week-end on se le faisait en jeu de rôle. Alors maintenant ils ont créé des trucs officiels. Alors système Chaosium, je le connais de vous à moi, il est bien, mais il y a mieux. Tu en connais d'autres, Eric, je crois. Il y a Savage World, je crois, il me semble. Savage World, en fait, le système de jeu de rôle, les règles, elles sont là pour cadrer un peu le sujet. Théoriquement, on ne devrait pas en avoir besoin, mais elles permettent d'introduire un aléa, de l'aléatoire dans la résolution d'un système. Des barrières aussi, peut-être, non? Éventuellement. Oui, ou des barrières, mais ça, le maître de jeu pour les mettre aussi. C'est surtout, par exemple, si l'histoire se construit, c'est pas forcément le maître de jeu qui va dire ça réussit, ça échoue. Il va se dire, là, vu les circonstances et vu tes compétences, il va y avoir 60% de chances de réussir. Et alors, le système, ça peut être, tu lances 3d6, s'il y en a au moins un qui fait 6, un d 6 à 6 faces qui fait 6, c'est réussi. Ou ça peut être, si tu fais un dé à
en face. Enfin, Ouais. bon. Ça se joue, oui, on l'a peut-être pas précisé, mais effectivement, ça se joue avec des dés. Alors, il en existe plein de sortes. Il y a des systèmes qui utilisent tous les dés, d'autres qui en utilisent des cartes seul. aussi. Il y a des fois avec avec des cartes, etc., etc. Aria, c'est du D100. Voilà, mais encore une fois, bon, les dés, c'est à la limite, c'est secondaire, on va dire. Voilà. Je voulais. Tiens, un truc, merde, j'ai complètement oublié. Oui, alors avant qu'on continue, pour ce qui est de derrière le rôle, l'idée c'était de faire comprendre aux gens que c'était pas si dur de faire un jeu de rôle. Donc en fait, dans Derrière le rôle, on va dérouler une partie de jeu de rôle classique dans Aria avec des joueurs qu'on connaît. Alors on a nos habitudes, on sait ce que c'est qu'un jeu de rôle, donc on va pas passer par toute la phase d'explication des règles, etc., etc. Mais en post-prod, dans l'épisode, moi je vais mettre une petite surcouche d'explication. Pour quelqu'un qui écoute l'épisode et qui se dit ok, le maître du jeu a décrit un château, il va pas nécessairement comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et ben moi, en post-prod, je vais expliquer pourquoi le château il est là, pourquoi le château il est vide, par exemple, parce que je peux expliquer à mes joueurs que ils sont face à un château qui est vide, les joueurs vont pas comprendre, ils vont mener l'enquête. L'auditeur ne va pas comprendre non plus, et c'est là qu'intervient le côté coulisses des jeux de rôle, où j'explique pourquoi ce château il est vide. Pareil, des fois, je dis non à un joueur. Quand un joueur me propose de faire quelque chose, je lui dis non, ce n'est pas possible. Bon, outre le côté un peu frustrant pour le joueur, j'explique à l'auditeur pourquoi c'est pas possible. Ou j'explique pourquoi tel PNJ, donc un PNJ c'est un personnage qui est incarné par le maître du jeu. PNJ ça veut dire personnage non joueur. Personnage non joueur, voilà. Pourquoi il a décidé de s'en aller à tel moment. Voilà, c'est... et je donne aussi des petites astuces parce que je vous le cache pas, masteriser une partie, il y a énormément d'improvisation. En fait, il y a deux solutions. Soit vous écrivez des textes entiers et des feuilles entiers de textes que vous allez, entre guillemets, bêtement un peu lire à vos joueurs, auquel cas vous improvisez pas, mais ça demande énormément de travail en amont. Et vous pouvez être certain que vos joueurs vont prendre à un moment donné un virage sur la gauche qui n'était pas du tout prévu. Et finalement, vous allez repartir en improvisation. Donc avec le temps, je suis parti du principe que on allait partir en improvisation. Donc en fait, j'essaie de dédramatiser un peu ça parce que l'improvisation, ça peut faire peur. Donc à travers les petites surcouches de coulisses que je donne dans le podcast, bah voilà, je vais donner des petites astuces de, par exemple, ne pas se tracasser avec l'improvisation, ou alors bien connaître l'histoire, parce que si on connaît bien l'histoire, on peut interagir avec elle dans n'importe quelle direction, on arrivera toujours à retomber sur ses pattes. Et surtout, je fais en sorte que tout ce que me proposent les joueurs soit validé, alors avec des parenthèses, mais l'idée ça reste quand même de faire plaisir aux joueurs. Et si on met trop de contraintes, si on met trop de stops, si on dit trop non à des joueurs, à un moment donné ils vont arrêter de proposer des choses, et c'est pas ce que j'apprécie. Alors c'est vrai que parfois ça donne des parties un peu dantesques où on rallonge le temps, où on va pas au plus court, mais c'est pas grave parce que ça reste fun. Encore une fois, il y a différentes façons de voir le jeu de rôle. Moi j'estime que ça doit être fun avant tout. Une partie de jeu de rôle, qu'elle dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, si on se marre pas, pour moi c'est pas une réussite. Voilà, donc je suis plutôt le style de joueur un peu permissif. J'évite au mieux de faire en sorte que mes joueurs meurent dans la partie. Au pire, ils sont blessés, mais ils vont s'en sortir. Voilà, je suis ce style de joueur. Et pareil, encore une fois, bon, Eric pourra revenir un peu dessus parce qu'on n'a pas vraiment la même façon de masteriser. Mais moi, j'estime que les combats, c'est chiant. Quand il faut gérer une multitude de jets de dés, je fais ça à la description. Le joueur qui me fait une belle description, je vais avoir tendance à lui donner des bonus, à lui accorder sa réussite. Et ça, encore une fois, j'en parle dans les coulisses parce que quand on prend le texte tel quel, il est bien dit que voilà, le méchant a 15 points de vie, il se prend un coup d'épée, il perd 3 points de vie, il lui en reste 12. Bah, moi, c'est ce genre de règle qui me saoule un peu. Et je peux comprendre que ce soit un peu lourd pour un maître du jeu débutant ou même confirmé, d'ailleurs, que ce soit un peu lourd de gérer ça parce qu'il y a des tableaux, des maths, il faut gérer en plus de ça les joueurs, etc. Donc moi, voilà, je passe là-dessus. Et il s'avère qu'on fait beaucoup de parties où finalement on lance très peu de dés, où on fait quasiment pas de combat, même si mes joueurs ont créé des combattants. Je préfère qu'ils me fassent une belle description, parce que déjà d'une, ils en sont capables, plutôt qu'ils me fassent des jets de dés. Et un petit point quand même à ce niveau-là. Donc le jeu de rôle, bon, historiquement en fait, à la base du jeu de rôle, il y avait un wargame où les créateurs de ce wargame sont intéressés de plus en plus à la figurine, et ils ont fait des actions de figurine par figurine qui sont devenues des personnages, et c'est un peu comme ça qu'est devenu le jeu de rôle. Donc à la base, ça part les premiers jeux de rôle étaient très orientés combat.
Donc de plus en plus, ils sont devenus sur le dialogue, l'interaction, ce qui est quand même, et là je suis d'accord avec toi, c'est quand même le plus plaisant. Il arrive effectivement qu'on fasse des séances sans un seul combat, même plusieurs séances. Un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que les joueurs, il n'y a pas de vainqueur ou de perdant, mais il y a quelque part, on coopère pour construire une histoire, mais ça ne veut pas dire que tous les personnages que l'on incarne sont toujours d'accord. Il peut y avoir des oppositions. Alors il faut doser ça, parce que si l'opposition est trop forte, ça veut dire que deux personnages ne pourront pas continuer ensemble. Mais si vous écoutez un jour ce podcast, vous verrez qu'entre les personnages, il y a parfois de grands désaccords et où on va passer une demi-heure, 1 heure à exprimer ce désaccord, à s'engueuler, à se disputer. Et pour au final que Eric ait raison. Oui, mais ça c'est normal. Ouais, voilà. Il faut le savoir. Ok. J'ai oublié un truc, mea culpa moi, mais à puissance 3000. Normalement, il y a 4 joueurs. Il y en a un qui n'a pas pu venir parce qu'il est en Belgique, il est loin en termes de logistique, c'était compliqué. Donc big up à Gif. Peut-être que certaines personnes le connaissent ici. Gif, c'est une personne qui a intégré le podcast, la partie en cours de route. En fait, pour l'anecdote, moi, je suis nul en montage. J'ai fait énormément d'erreurs et il me semble que Gif m'a donné 2-3 conseils. Et en discutant avec lui, je lui ai dit, tu veux pas intégrer la partie? On cherche des joueurs. Il n'y a pas de souci. Bon, le fait est qu'il a intégré la partie, c'était par rapport à nous un débutant, donc c'est souvent agréable d'avoir un débutant parce que moi je sais que ces joueurs-là qui sont confirmés, je vais avoir un petit peu plus de mal à les manipuler, je mets des gros guillemets à manipuler parce qu'ils vont connaître un petit peu les ficelles, mais Gif, dans la mesure où il est débutant, je peux lui faire croire plein de trucs parce qu'il est débutant. Si je lui dis face à toi il y a un coffre magnifique flambant neuf, il est à même de se dire il y a un trésor s'il y a un coffre, alors que tout le monde à la table là se dirait non il y a un piège, je vais d'abord chercher les pièges. Les joueurs débutants auront tendance à dire s'il y a un coffre, il y a forcément un trésor. Donc voilà, ça a donné une espèce d'autre polarité à la partie parce que un joueur débutant encadré par des joueurs entre guillemets vachement plus aguerris, ça reste toujours agréable, même si il a eu tendance à se faire un petit peu bouffer par si tu te caches. Mais voilà, par les autres. Mais voilà, ça a apporté un espèce de renouveau. Mais ça m'a fait très plaisir d'intégrer un nouveau joueur. Donc voilà, Gif, je sais pas où t'es en ce moment parce que j'ai pas de nouvelles de toi depuis longtemps, mais je te passe le bonjour. Du coup, avec cette digression, j'ai complètement perdu dans le rôle, le fil. C'est dans le rôle. Pourquoi avoir fait ce podcast? Ah oui, non, mais ça, oui, voilà, ok. Après. Bon, j'ai fini avec le pourquoi avoir fait ce podcast. Alors, dites-vous bien que actuellement sur Vodio en ligne, là, il y a à peu près 156 épisodes, 156 épisodes qui constituent l'intégralité de la campagne. Donc, tu vois, ce bouquin-là, c'est en 2 volumes. Là, on est sur le volume 2, et il y aura à peu près 200 épisodes qui vont faire l'intégralité de la campagne qu'on a terminé. D'ailleurs, alors no spoil, qu'on a terminé, mais actuellement là, il y a un épisode tous les 10 jours. Donc le 1, le 10 et le 30 de chaque mois. Non, on n'est pas bon. Le 1, 10, 20. 1, 10, 20 de chaque mois. Et j'ai un peu merdé par rapport à l'upload des épisodes, ce qui fait que vous aurez la fin de la campagne fin 2027. Bon, mais il y a de quoi faire, ce qui fait que si on meurt demain, il y aura toujours des épisodes pendant 2 ans. Quoi qu'il en soit, on va préparer la seconde campagne parce que ça, c'est le premier bouquin et il y a eu un crowdfunding qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps et les bouquins devraient être livrés en janvier, donc je devrais les recevoir en janvier. Du coup, on va préparer ça, donc j'aurai un gros travail de préparation à faire parce que avant de la faire jouer, il faut lire un petit peu, savoir un petit peu de quoi on parle, mais j'ai commencé à préparer un petit peu la suite avec mes joueurs. Alors, hors de question de leur parler de l'univers, parce que de vous à moi, je me suis pas du tout rencardé sur la suite de la campagne. Néanmoins, c'est important parce que les joueurs ont, à la fin de cette campagne-là, des personnages relativement puissants, avec beaucoup d'expérience, et je trouvais ça un peu naze de les intégrer dans une nouvelle campagne, donc je leur ai proposé de repartir à 0. Alors, hors de question de tuer leurs anciens personnages, ils resteront peut-être en suspens quelque part, ou auront, je sais pas moi, une statue dans une cour d'un château, bon bref, peu importe. On va repartir à 0 avec des nouveaux personnages. Et qui dit nouveaux personnages dit nouveau background, BG qu'on va appeler ça, parce que ce background, voilà. Le background, c'est quoi? C'est ce qui va donner un petit peu la consistance de votre personnage, l'épaisseur de votre personnage. Quand vous arrivez dans une partie de jeu de rôle, si vous dites mon personnage porte une cape et une épée, ok, c'est bien, c'est physique, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Pourquoi il a cette épée? Pourquoi il a cette cape? Etc. etc. Ça, c'est le background. Et je trouve que
Mais ça, c'est propre à moi. Chaque MJ a sa façon de voir les choses. Je trouve qu'un bon BG, ça donne énormément de structure à un joueur et ça me permet, moi, en tant que master, de pouvoir tirer certaines ficelles. Par exemple, si un joueur me dit « Ok, je vivais dans un petit village de pêcheurs, j'adorais ma famille », peut-être que plus tard, je vais pouvoir lui dire « Tiens, il y a un village de pêcheurs qui a pris feu ». Et si son BG a été bien construit, le joueur est en droit de se dire mais quel village de pêcheurs, est-ce que c'est le mien? Ça peut susciter un petit intérêt. Bon, alors là, l'exemple a été fait vite fait, mais voilà, ça me permet, un BG, de tirer quelques ficelles pour pouvoir, entre guillemets, manipuler un petit peu les joueurs. Et donc, en parlant de BG, ça fait... Juste une autre fonction du background, enfin de l'historique d'un personnage, ça peut être de l'intégrer à la campagne, c'est-à-dire de lui donner un arc narratif intégré à la campagne. Par exemple, si dans la campagne de jeu de rôle, dans la grande histoire, il y a, on va dire, un nécromant qu'on va devoir affronter, et qu'à un moment donné, le personnage, il a fait dans son historique, il a fait des études et il avait un ancien professeur qu'il adorait. Peut-être que cet ancien professeur c'était le nécromant, ce qui va provoquer un conflit lors de la confrontation entre le fait qu'on veut logiquement empêcher le nécromant d'arriver à ses fins et en même temps c'est mon ancien professeur auquel j'étais attaché. Donc, et c'est ce ressort un peu psychologique, cette hésitation qui va rendre intéressante, enrichissante l'expérience pour le personnage. Parce qu'il va avoir un conflit intérieur. Eric, parle plus près de ton micro. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que peut-être que vous êtes en train de capter les grands rapprochements entre la fiction, la création de fiction, qu'on soit romancier, écrivain pour des séries télé ou quoi que ce soit, ces mots de background, de construction de personnages, d'arc narratif, évidemment, le jeu de rôle, ça embrasse tout ça de manière très très large. Et d'ailleurs, il y a des romanciers célèbres qui sont des rôlistes aguerris. On peut citer par exemple Maxime Chatham. Bernard Weber aussi, je paierais très cher pour être à une table. Ouais, et moi donc. Bon, bref. Et donc voilà, en fait, tout ça, ça embrasse ça. Donc c'est aussi une porte d'entrée pour le jeu de rôle. C'est travailler des personnages, travailler des scénarios. Vous les faites jouer en vivant, en live avec des gens. Et ensuite, vous pouvez en tirer un roman, une histoire, des idées de personnages, où vous pouvez apporter vos talents de création de personnages, de background, de cohérence de récit. Vous l'amenez dans le jeu de rôle en tant que maître de jeu, en tant que joueur. C'est quand même très transversal, hein, le jeu de rôle. Et dans quelques instants, on va vous faire aussi participer, puisque du coup, nous, comme disait Sylvain, on commence une nouvelle saison. On va faire un peu table rase sur les personnages, on repart avec de nouveaux personnages, et on va vous dire un petit peu aussi les concepts auxquels on a pensé nous, mais on espère que vous, le public, en interaction, vous allez nous aider à justement un peu façonner ce background ou des défauts, un peu donner d'épaisseur à ces personnages. On va vous faire participer, quoi. Mais c'est pas on espère, on va vous faire participer. Oui, on va vous faire participer. De toute façon, on quitte pas le plateau tant que vous n'avez pas participé. Voilà. Pas entendu là-bas, mais voilà. Donc tout ça pour résumer, le BG, ça se travaille. Moi, en tant qu'MJ, j'apprécie beaucoup les BG. J'ai toujours été un peu à cheval là-dessus. Le mec qui me dit juste, voilà, j'ai une épée, une cape, ça m'embête un peu. J'apprécie, même si c'est parfois pas évident, qu'il me fasse au moins 5-6 lignes de description. Alors la chance que j'ai avec les joueurs qui sont présents ici, c'est qu'ils sont très prolixes et qu'ils manquent pas d'imagination. Et en fait, nous, on est arrivé vendredi soir, me semble-t-il, et on n'arrête pas d'en parler. Alors moi, je dis rien, j'écoute, je prends les idées. J'essaye d'orienter un peu parce qu'il ne faut pas que ça parte non plus dans tous les sens. Mais c'est avéré qu'ils étaient tombés d'accord sur le fait d'être de la même famille, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et je crois... Alors, bon, encore une fois, et c'est là où il y aura peut-être un souci, c'est que moi, je ne sais pas du tout de quoi parle la deuxième campagne, mais j'ai l'impression que mes joueurs partent plus sur un côté un petit peu ésotérique, vampirique, magique. Oui, plus exactement. L'idée. Alors, pourquoi d'une même famille, ça a un intérêt? Ça permet d'avoir un socle commun aux joueurs. Vous savez, souvent dans les vieux jeux de rôle, l'introduction c'était vous êtes dans une taverne et il y a quelqu'un qui vient vous proposer une mission. C'est une phase toujours un peu chiante, ça. Voilà, c'est un peu forcé, c'est pas terrible. Là, l'intérêt, si on a un groupe soudé dès le départ, qui peut avoir un objectif qui est lié à la campagne, mais au moins qu'il soit soudé dès le départ. Ils se connaissent. Voilà, on se connaît. Ça permet d'introduire plus facilement les choses et d'expliquer pourquoi on va travailler ensemble, pourquoi
pourquoi on va devoir se battre les uns pour les autres, aux côtés des autres, et pourquoi voilà, on va, même si on a des désaccords, on restera ensemble. Parce que je peux vous assurer qu'en tant que MJ, quand on a affaire à des nouveaux joueurs, c'est très difficile d'unir le groupe pour qu'ils aillent dans la même direction, parce que je sais pas, je vais leur dire bah tiens, à droite il y a un château. Moi secrètement j'ai vraiment envie qu'ils y aillent, mais s'il y en a un qui n'a rien à faire des châteaux et qui veut aller à la mer, il va falloir que je trouve des moyens de lui faire comprendre que le château c'est bien. Alors parfois c'est très appuyé, trop appuyé, il y en a qui aiment pas, parfois c'est forcé, bon bref, c'est toujours des phases un peu chiantes, du moins moi que j'aime pas trop. Le fait de partir sur le côté famille, on peut en théorie, mais encore une fois comme c'est des loustiques un peu spécifiques, on peut en théorie penser qu'ils vont tous marcher dans la même direction. Alors il y a moyen qu'au bout de 15 minutes de marche, ils s'écharpent un peu parce que je les connais et parce qu'il y a Eric dans le groupe. Mais voilà, donc l'idée, et là je dis pas non, au contraire, oui avec plaisir. Ok, ils se connaissent, ils sont de la même famille, pourvu que ça se passe bien. Bon, c'est mort, mais voilà. Et donc du coup, idée de BG, vas-y, commence grosso modo, on va broder autour. Oui, donc en fait, alors moi, je suis un grand fan de Terry Pratchett, qui a fait plusieurs romans d'heroic fantasy, mais avec un ton, un humour très caustique et beaucoup d'ironie. Dans un de ses romans, il y avait une vieille famille aristocratique, vampirique, un peu décadent dans un coin, dans un pays perdu, et dont certains cherchaient à sortir de cette condition, embrasser la modernité. Donc moi, c'est vrai qu'au départ, j'avais pensé à un personnage un peu héritier de ça, c'est-à-dire un peu vampire ou semi-vampire, qui va découvrir le monde, qui va remettre en question cet héritage qu'il avait et pouvoir faire jouer en fait cette ambivalence entre je tiens à mon héritage et aux personnes que j'ai connues avant parce qu'elles me sont chères, mais en même temps je me rends compte de tous les défauts que ça a. Bon, vampire, je vous fais pas un dessin, de tous les défauts que ça a et de l'importance d'avoir un nouveau point de vue. Et bon, on en a discuté un petit peu. Et puis, donc moi, j'étais parti effectivement sur un jeune homme en mode le voyage du héros. Hein, donc, mais après, présente-toi si tu veux parler un peu de l'idée que tu avais, Aurélien. Tu parles par rapport de ton à... personnage, ouais. Alors mon personnage est arrivé, j'ai essayé de me rapprocher un peu, pardon. C'est parfait. Mon personnage est arrivé plutôt a posteriori. Il se trouve que d'abord on a pas mal parlé aussi avec Mehdi sur le trajet en venant ici, et effectivement on a commencé à se dire que ça serait bien d'avoir un groupe soudé et potentiellement de la même famille. Et tout le petit côté un peu émo-gothique des vampires perdus dans le fin fond des montagnes et qui essayent de partir explorer le monde pour découvrir la modernité entre guillemets. Moi, ça m'a fait penser à une BD, je sais pas si c'est très connu, qui s'appelle Monsieur Noir. Qui retranscrit un peu une ambiance pareille, un peu gothique, mais aussi en même temps très loufoque, très absurde. Et je me suis dit, quitte à faire toute une famille qui vient du même château paumé, on pourrait partir sur un concept un peu similaire de ce fameux château avec une grande absurdité dans le... je sais pas comment le décrire. Dans l'ambiance, dans l'univers, l'atmosphère. Voilà. Le comportement, les lois qui régissent cet univers. Quoi. Alors, voilà, il faut bien comprendre exactement. que toutes ces idées là, elles ont été proposées, mais moi en tant que MJ, et surtout dans la mesure où je sais pas de quoi va parler la seconde campagne, peut-être que ça sera littéralement et strictement pas possible. Alors moi j'ai tendance à toujours dire ok aux idées des joueurs, dans la mesure où c'est leurs idées, si ça leur plaît, si on dit non, on va commencer à brider et après on aura peut-être moins d'idées, mais il va peut-être falloir moduler un peu, voire changer certains aspects, parce que peut-être que ça collera pas du tout. Encore une fois, j'en sais rien. Mais pour avoir écouté quelques parties qui ont été faites sur Internet avec la deuxième campagne, ça risque d'être un peu compliqué. On va peut-être devoir changer 2-3 détails. Voilà. Ok. Je préfère vous prévenir. Je propose qu'on plonge dans le concret et qu'on vous fasse un peu Par ton BG, participer. Voilà. Donc moi, mon personnage, ce serait donc l'un des 3 frères, le frère aîné de cette famille qui a un héritage vampirique. Mais comme j'aime détricoter un petit peu les choses, du coup, moi je serais le premier fils de la famille, mais qui n'a pas développé tout de suite son don vampirique, des petites dents pointues, etc. Donc ses parents l'ont un petit peu mis de côté en attendant les prochains fils, les suivants, et en se disant les prochains, ça sera les bons. Et sauf que finalement, effectivement, mon personnage, c'est un brouillon, tout ce que je vous dis. Mais du coup, ce garçon, finalement, il s'éloigne un petit peu de la famille, mais il va découvrir très vite qu'avec sa voix,
finalement ce pouvoir, vous savez, de fascination, d'hypnose qu'on retrouve dans beaucoup de mythes vampiriques. Donc je m'en inspire sans forcément coller, hein, je m'accorde une marge de manœuvre. Eh bien, moi en fait, ça serait à travers les cordes vocales de mon personnage. Donc il se sera aperçu dans ses premières années d'adolescence qu'à travers les modulations de sa voix, il peut entre guillemets hypnotiser les gens et les mettre en colère, les rendre pacifiques, les rendre confus, ce genre de choses. Et voilà, tout ça en grandissant aussi avec ses deux petits frères qui, eux, auront des visions du monde et des talents différents. Et donc, voilà, donc tu veux peut-être passer la main pour qu'on fasse un jeu de... Non, en fait, le truc, c'est que on va profiter du fait que vous soyez là pour influencer un petit peu la création, entre guillemets. Donc, ce que je vais vous proposer là, si vous voulez bien, c'est par rapport au BG, à l'historique des personnages, vous allez pouvoir rajouter un petit peu votre touche en donnant un mot ou une idée pour un des joueurs présents et il va l'incorporer dans son background. Alors bien évidemment, commencez pas à partir trop loin. De toute façon, on pourra moduler un peu. Mais voilà, on va vraiment profiter du fait que vous soyez là, qu'il y ait une interaction avec potentiellement des gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront, mais c'est toujours intéressant d'avoir la possibilité de façonner ça en groupe, parce que nous, encore une fois, on se connaît, on sait où on va, on sait où on veut aller, mais il y a le petit côté, la petite plus-value du fait d'être ici. Donc voilà. Donc vous avez Aurélien, Eric et Mehdi. Si toutefois il y en a qui veulent donner en un mot une idée, peu importe, pas nécessairement obligation de faire un roman, mais avoir une petite influence sur l'historique d'un des personnages qui sera intégré dans la campagne qu'on va commencer là dans un mois ou deux, n'hésitez pas. Des petites idées. Je sais qu'on avait un rôliste, pas où il s'est barré, pas grave. Vous avez déjà fait du jeu de rôle ? Ouais, ça vous dirait pas une idée, un mot, quelque chose, n'importe ? Pensez à quelque chose que vous aimeriez voir dans un personnage, dans un héros de roman. Ou, voilà. Sachant qu'à priori, ils auront tous entre 20 et 25 ans, c'est ça ? 15 et 25. 15... Pour le moment, nos personnages, on est plutôt partis, parce que c'est tout frais aussi, hein, on est tous partis pour le moment sur trois garçons, 3 frères. Ça peut encore évoluer, mais... est-ce que vous avez un mot-clé, peut-être, juste un mot, un concept ou une phrase courte à nous, entre guillemets, imposer ? Et nous, on va voir un peu ce qu'on peut en tirer sur ces 3 personnages qui, pour le moment, sont très flous, très vagues. Mais on espère qu'avec vous... Mehdi, j'aimerais me permettre une toute petite intervention. Vas-y. Il se trouve que, effectivement, pour l'occasion de Derrière le rôle, la première campagne, j'ai joué un personnage masculin. Je comptais repartir là-dessus sur la deuxième campagne parce que, comme c'est un podcast et qu'on entend nos voix, je me dis que c'est plus facile d'appréhender le personnage si la voix correspond à ce qu'il est censé être. Après, j'avoue que avec la bouteille que je commence à avoir en jeu de rôle et depuis 20 ans que j'en fais, en général, j'essaye de respecter la parité, si j'ose dire, à savoir que j'ai beaucoup de personnages féminins. Ce qui, d'ailleurs, est un sujet qu'on pourrait aborder, vu qu'on est plus ou moins en impro de temps en temps. C'est vrai que parfois, il y a des personnes que ça peut déranger, dont ça peut briser l'immersion. Qu'un autre joueur en face joue un personnage qui soit pas du genre ou du sexe du joueur. Du coup, slash discuss. Ouais, non, mais moi, y a pas de problème. Encore une fois, moi, je suis le master, j'incarne absolument aucun joueur, donc après, on peut faire des potions qui fait que toutes les heures vous changiez de sexe. Peut-être nécessairement. Juste petite parenthèse, on est sur le Twitch là. Si vous avez des idées, j'ai un œil dessus. N'hésitez pas. Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Je propose l'idée d'un personnage qui a peur de quelque chose. Ok, alors je répète parce que peut-être que vous n'entendez pas les gens qui parlent en public. Donc la première idée qu'il nous a proposée, c'est une phobie. C'est une phobie spécifique. Alors à qui tu veux Non, pas nécessairement, sinon c'est moi qui le fais. Après ils vont m'en vouloir. Je ne vous connais pas encore, donc Est-ce que tu as une idée de la Mehdi. phobie ? Elle a dit Mehdi. Une idée de phobie. Allez, une idée de phobie Mais pour c'est un pas toi personnage qui la propose. qui parle avec sa voix, qui va Sachant que lui, son pouvoir, c'est... les sourds. J'ai une phobie des environnements bruyants. Non, c'est pas toi qui choisis la phobie. T'as une idée de phobie ? ah non, c'était une proposition. Vraiment pas d'idée, sinon il choisit et ça va l'arranger. Alors, Donc la phobie du noir.
Oh. Ah, pour des vampires pour une... Ouais, très bien. Vas-y, c'est quoi, je note. Ok. Est-ce que ça intéresse l'un d'entre vous? Parce que moi, ça me... Non, mais t'as pas Trop le choix, tard, c'est pour ça que toi. t'as pas compris. Ah, c'est moi. Ah, j'ai tenté. Et On en l'a plus de entendu. ça, tu sais quoi, je vais dire, c'est noté, regarde. Là, et c'est sur Internet, c'est noté ici. Ok. Voilà, comme ça, Eh il y a bien, des preuves, il y a des témoignages. Eh bien voici, je vous ai dit que ce personnage, alors pour le moment qu'on va appeler Jive, ce personnage, je vous ai dit que comme il n'a pas développé tout de suite les attributs que ses parents, sa famille attendaient en tant que lignée vampirique, eh bien il s'est senti déjà un petit peu à l'écart, mais quand il s'est aperçu qu'il avait une peur terrible du noir, alors que sa propre famille, au contraire, sont particulièrement à l'aise, eh ben il a essayé de le cacher. Sauf que c'est pas évident de le cacher, et du coup ça explique aussi pourquoi il se soit un petit peu éloigné de la famille. Sachant que cette phobie sera intégrée dans les règles et forcément, qui dit phobie dans les règles, s'il se retrouve dans le noir, il aura peut-être des malus pour ceux qui connaissent, des difficultés à faire certains jets. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Et Attends. donc, Quelqu'un qui veut parler dans le public. Vas-y. Allez, Eric, vas-y. Peut-être que ton personnage pourrait ne pas faire des phrases. Ok. Alors, tu as déjà écouté le... ah, mais on n'y a pas pensé. Mais toi, tu aurais dû nous écrire bien plus tôt. Ouais. Alors pour ceux qui écoutent, pour ceux qui sont pas au courant, il faut savoir qu'on en parlait hier. Quand je fais la post-prod, je m'aperçois qu'Eric parle beaucoup. Non. Beaucoup. Plus que les autres. Oui. Donc, de le limiter sur la parole, ça pourrait être sympa de lui donner 7 contre quelqu'un. D'accord. Qu'est-ce que Bah, t'en écoute, penses, Eric? Moi, je propose qu'il soit muet, carrément. Allons-y. Hein. Ouais. Pour du podcast audio. Sauf les soirs de pleine lune, parce que c'est un vampire quand même. Alors, oui, on peut partir dessus, effectivement, limiter 10 mots maximum. Quelqu'un qui peut avoir peur de s'exprimer, ou justement, et pour ça, qui va. Qui a vraiment pas la capacité. Oui, quelque part, une peur, c'est quelque chose qui va t'empêcher de le faire. Il faut après, parce qu'il faut trouver une explication pourquoi il peut pas. Est-ce que ça peut être une peur, Mais ça peut être une malédiction, ça peut être mois plein pour de choses. réfléchir. Voilà. Alors, juste, j'en profite. Bon, d'accord, je le prends. C'est-à-dire que je pourrais pas plus avoir mes 40% Parfait, réglementaires ça de me temps va, de tu parole. laisseras parler les autres, c'est nickel. Mais alors, c'est important les défauts. Parce qu'effectivement, souvent, on peut avoir un personnage qui il va savoir faire ça, c'est-à-dire trouver une piste, savoir lire, écrire, ce genre de choses. Et généralement, on pense surtout à des avantages, mais les défauts sont importants. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans les œuvres de fiction. Généralement, quand vous vous rappelez d'un personnage, c'est pas quelqu'un qui est lisse, c'est pas un Maristou, c'est pas quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui va avoir un défaut, qui va réussir au fil du temps peut-être à. Mais la contrainte va t'obliger à être créatif et à trouver des solutions alternatives. Exactement, voilà, qui va pouvoir le dépasser d'une autre manière, cette impasse. Mais ça le rend, quelque part, ça le rend humain, c'est-à-dire ça le rend pas parfait, quoi. C'est vrai que pour ça, les défauts, c'est quelque chose qui rend les personnages mémorables. Un défaut bien trouvé. Sur le chat, on me propose phobie des voix aiguës. Et comme Aurélien n'a pas été choisi par le public, je propose ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas trop contraignant, ça s'intègre. Oui, j'espère qu'on rencontrera pas trop de soprano sur la route. Compte Quoi. sur moi. Phobie du sang, ce serait ballot pour un vampire. Ouais. Ceci dit, ça peut être plus contraignant. Choisis soit voix aiguë, soit sang. Je sais ce que tu vas choisir, mais... En vrai, entre les deux, mon cœur balance. Prends sang, c'est un peu plus difficile à jouer, ça va. Oui, pourquoi pas. De toute façon, Mehdi se trouve exceptionnel en disant « Ah, je suis le raté de la famille », mais si on regarde bien nos personnages, celui d'Eric, a priori, il n'est pas vraiment vampire, c'est plutôt une sorte d'hybride, en fait. Et alors moi, je ne présente pas non plus, pour l'instant, dans la création de mon personnage, j'ai pas prévu de présenter de caractéristiques qu'on pourrait qualifier de vampiriques. Vu que je vais jouer le savant fou au fond de la cave, quoi. Hein, donc, Ce sont de jeunes vampires, ils n'ont pas encore complètement mûri. Oui, et puis je crois qu'on partait pas sur le côté vampire qu'on peut Dracula, avoir classiquement, qui brûle au soleil. Je crois que c'était un autre style, entre guillemets. Oui, plus un défaut, une gêne. Mais encore une fois, j'attire votre attention, les gars, sur le fait que peut-être que dans la campagne, ce sera carrément pas possible de faire ce genre de truc, parce que voilà, je préfère vous le dire, ça vous plaît, on va tout faire pour développer ce côté-là, mais peut-être que ce sera pas. C'est surtout que
pour l'instant, du coup, vu que tu nous as réunis, ce qui était une erreur fatale, Ouais, ça dépend. notre imagination débridée s'est lancée. Oui, Quoi, non, hein. bien sûr. Après, on a 4 heures de voiture, donc on a de quoi en parler. Mais ok, donc après, on partira sur les défauts. Eric va développer un petit peu ça. Les phobies, ça me dérange pas que les joueurs en aient d'autres. Hein. Si vous avez des idées, oui. Voilà. Si vous avez d'autres idées, rapidement. Ça peut être des qualités. Hein. Oui. Oui, mais n'importe quoi qui peut donner un peu d'épaisseur à nos Voilà, futurs c'est personnages. d'enrichir le BG, quoi, la caractère des persos. Vas-y. Il y a un micro, magnifique. Merci. Il n'y a pas de micro pour les autres. Hein. Tu notes ? C'est classique, mais la vengeance, ça peut être toujours un vecteur de background intéressant. Ça, je pense que pour l'intégrer, il faut déjà connaître que toi, tu vois un peu la campagne, parce que c'est en ayant la campagne et l'opposition qu'on peut avoir après. Je suis pas d'accord, parce que dans toute une histoire, il y a de l'adversité et des méchants. Donc de toute façon, même en n'ayant pas encore lu, tu sais qu'il y aura forcément des méchants, de l'adversité. Enfin, en tout cas, pas forcément des méchants d'ailleurs. On peut vouloir une vengeance envers quelqu'un qui n'est pas si méchant que ça. Ce que je veux dire, c'est que ce serait bien que la cible, ce soit quelque chose qui ait une importance dans la campagne et pas juste un Après, rajout, ça peut s'intégrer. Bah, Mais je pense que la vengeance. Je préfère mettre la vengeance, tu sais, au bout de quelques scénarios, comme quelque chose qui est venu avec le temps. Parce que s'il part avec directement un BG avec de la vengeance, je me dis pourquoi il l'a pas fait avant. Ou tu vois ce que je veux dire Ça peut être une vengeance un peu large où justement il sait pas exactement vers où aller. Ah, je vois. Tu vois, et comme ça tu peux intégrer le scénario et des éléments de vengeance peuvent intégrer ton scénario. Ouais. Du genre, Ça peut être aussi des ficelles pour faire en sorte qu'il aille sur tel ou tel truc. Ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, vengeance, très bien, je prends. Du coup, pour qui tu donnes ça? Ah oui, c'est vrai. Après, t'es pas obligé, ça peut être vengeance de groupe. Alors, tant que tu me dis pas, c'est Eric qui cherche à se venger de Mehdi. Bah après, effectivement. Ça va être oui, ils vont. pour rebondir sur l'idée, effectivement, ça peut être familial dans le sens où moi je pensais à un truc, ça pourrait ressembler à les livres des rancœurs des nains dans Warhammer. Ou alors pour détailler, pour ceux qui connaissent pas du tout, en gros, comme dans Tolkien, il y a une espèce d'antagonisme entre les elfes et les nains à Warhammer, parce que pourquoi pas, c'est un cliché, les elfes et les nains s'aiment pas. Il se trouve que dans Warhammer, les nains sont très rancuniers, au point que la plupart, ils ont ce qu'on appelle un livre des rancœurs dans lequel ils notent le nom des gens qui les ont vexés pour pouvoir se venger plus tard. Du coup, ça pourrait être genre une rancœur ancestrale qui nous traîne au pied comme un boulet, quoi. Ouais. Mais moi, non, mais je prends, ça peut être pas mal. Du coup, je propose pour Eric, du coup. Vas-y. Je propose pour Eric, du coup. Pourtant, je suis pas du tout rancunier. Alors, je précise que sur le chat, on m'en propose. On va peut-être pas les incorporer, mais je les note. Là, j'ai perso transgenre, détester, aimer une couleur jusqu'à l'excès, c'est pas mal, ça, en termes de RP, c'est pas mal. Juste pour préciser, moi, je vais inclure tout ça dans leur BG. Encore une fois, pourquoi j'insiste pour avoir un BG solide, c'est parce que s'ils me font 2 lignes, c'est difficile pour moi de broder autour. Tandis que s'ils me font une dizaine de lignes, forcément, il y a peut-être un nom qui va ressortir, une situation, un lieu, et dans ce lieu, on peut incorporer pas mal de trucs. Un point technique sur de MJ, c'est par rapport au background des joueurs. Lorsque un joueur doit vous présenter un background en tant que MJ, il y a 2 écueils à éviter, à mon avis, à mon humble avis. Le premier, effectivement, c'est celui que tu décrivais, c'est celui qui va présenter aucun background parce que vous n'avez pas de prise, vous savez pas comment l'intégrer dans l'histoire, vous savez pas ce qui va le faire vibrer, ce qui va le motiver, ce qui va le faire avancer. C'est important. Et l'autre point, c'est l'inverse, c'est celui qui vous remplit des pages et des pages. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que ni vous ni lui, de toute façon, ne retiendrez tout. Et donc, il y a des choses qui serviront à rien et avoir un background à trous, ça permet d'insérer au fur et à mesure des choses et pour dire, tiens, au 10e épisode, dire tiens, tu te rappelles, ah bah tiens, lui que tu rencontres, tu te rappelles que il y a des années, il s'était passé ça et ça. Un peu comme dans les séries ou dans les films, vous voyez, au départ, lorsqu'on suit un des héros, un des personnages, on ne sait pas tout de lui. Et c'est au fur et à mesure qu'on va apprendre des choses sur lui. Donc voilà, c'est important de garder des trous et des espaces de liberté. Moi, typiquement, ce que je faisais quand je faisais un BG, c'est je disais tiens, j'ai rencontré telle personne dans un marché. Il m'avait bousculé et ça avait failli partir en bagarre. Terminé, j'en parle pas plus. Je donne un nom, une situation, techniquement rien d'important, mais potentiellement le MJ peut s'en servir. Je le retrouve à un moment donné, il me dit ah tiens c'est toi. Enfin voilà. Encore une fois, les BG de 15 pages, alors super, mais il faut pas oublier qu'on a un personnage de niveau 1. Techniquement, quand on fait 15 pages de recueil,
le personnage est censé avoir vécu des aventures. S'il vous donne déjà 15 pages alors qu'il est niveau 1, c'est pas super plausible. Donc 10-15 lignes, c'est bien. Après, je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui ont du mal un petit peu à écrire 10-15 lignes ou à être prolixe, mais c'est le rôle du MJ de donner des pistes. Après, on peut aussi partir du principe, pour l'avoir déjà fait, d'avoir un perso, comme on dit, amnésique. On donne la feuille du perso au MJ, on dit voilà, mon perso est amnésique et brode autour. Ça peut être un style, mais on peut pas le faire tout le temps. Voilà, donc ça c'était pour l'idée des BG. Merci pour ceux qui ont participé dans le chat et dans le public. Il y a aussi un autre truc, et cette fois c'est pour le côté un petit peu positif. Eric, par rapport, enfin positif ou pas, par rapport aux défauts, ça constitue un élément vachement important d'un BG. Un BG, comme je vous le redis, ça va donner un peu d'épaisseur à un personnage, mais s'il n'a pas de défaut, j'estime qu'il est toujours un peu plat. Encore une fois, on peut difficilement faire en sorte que le personnage s'améliore s'il a 0 défaut. Tu voulais prendre la parole Oui, par contre, ce que je voulais dire, j'ai déjà dit un petit peu avant par rapport à l'importance du défaut pour rendre les personnages intéressants. Mais ça c'est déjà fait. Mais il y a un autre point sur lequel je voulais évoquer. Et c'est toi qui m'y a fait penser. C'est par rapport effectivement au temps de parole. Si tu as écouté le podcast, tu as remarqué que les temps de parole n'étaient pas tout à fait égalitaires. Il y a plusieurs raisons à ça. Enfin, la principale raison. Je suis ravi d'écouter ton excuse. C'est pas une excuse. C'est une excuse. Non. C'est une explication. Et c'est les caractères des personnes sont différentes. Et c'est vrai que c'est important pour les joueurs aussi qui fassent attention à ça. Le maître de jeu pour recadrer ça. Quand effectivement il y a un joueur qui peut avoir tendance à toujours prendre la parole ou écraser les autres. Et je reconnais que je peux avoir ce défaut aussi de souvent prendre la parole. Après, dans mon expérience cette fois de maître de jeu, j'ai été confronté souvent à des joueurs qui venaient à la table de jeu et qui parlaient quasiment pas. Et des fois, on se dit, en tant que maître de jeu, on essaie de leur donner la parole, on les pousse, et on a du mal à attirer 3-4 mots. Et ça, j'ai mis longtemps, mais des années à sans comprendre comment y remédier, et surtout sans comprendre pourquoi ils venaient, pourquoi vous venez faire du jeu de rôle si vous voulez pas parler. Et en fait, il faut bien voir qu'un jeu de rôle, les motivations pour participer à un jeu de rôle sont diverses. Ça peut être avoir du fun, ça peut être passer un bon moment, ça peut être interpréter un rôle, ça peut être avoir un personnage qu'on va peu à peu faire évoluer. Comme moi, juste rigoler avec des potes. Voilà, avoir du fun, effectivement. Mais ça peut être aussi, et pour certains, ça peut être écouter une histoire. Et une histoire dont ils ne connaissent pas la fin, c'est qu'au lieu de lire un livre, ils sont en live et ils écoutent une histoire. Ou ça peut être un gros mélange de tout ça. Voilà. Et donc, il n'y a pas toujours la même attente et la même appétence à prendre la parole. Il y a des joueurs qui sont suiveurs et des joueurs qui sont meneurs, entre guillemets. Et c'est pas mal ou bien. Trop de joueurs, effectivement, trop expansifs, c'est une catastrophe. Trop de joueurs qui ne parlent pas, c'est une catastrophe aussi. Alors, quand je dis qu'Eric parle beaucoup, je taquine. Moi, ça me va parce qu'il est moteur. Je lance une idée et il déblatère là-dessus. Et encore une fois, voilà, comme il disait, on a des caractères différents. Si on avait 4 joueurs comme Eric à la table, effectivement, ça poserait problème. Mais c'est littéralement pas le cas. Donc, quand je dis qu'il parle beaucoup, oui, il parle plus que les autres, mais c'est pas non plus infernal. Mais c'est intéressant. Par exemple, toi, tu as écouté les podcasts. Est-ce que ça rendait l'écoute désagréable ou l'histoire désagréable ? C'est important à savoir. Ouais. Et de gérer aussi les temps de. Ouais. Et donc la gestion de la parole, c'est ce que tu disais, c'est hyper difficile pour que tout le monde s'y retrouve en fonction des attentes. Oui, tout à fait. En vrai, par rapport à ça, si je peux me permettre... Parle près du micro. Pardon, désolé. Par rapport à ça, si je peux me permettre une petite intervention, c'est vrai que les joueurs vont avoir des caractères différents, mais c'est aussi au MJ, et je comprends que ça soit un peu relou parfois, mais c'est un des rôles du MJ, je pense, d'être attentif à ça, et de voir si un joueur a simplement le caractère qui fait qu'il est plutôt là pour assister à l'histoire, ou si juste il n'ose pas intervenir. Ouais. Et je pense qu'il faut essayer de s'assurer de cette différence. Avec Gif, c'est le problème que j'ai eu dans la mesure où je ne le connaissais pas et qu'il parlait peu. Est-ce qu'il avait peur de parler ? Est-ce qu'il n'avait pas d'idée ? Il y a eu un petit travail de sondage avant. Vas-y, tu voulais...
Non, mais Vas-y. enfin, je voulais revenir, sur ce que tu disais, Aurélien. Effectivement, après, l'attitude du joueur peut aussi évoluer au fil de la campagne. T'as quelqu'un qui peut arriver un petit peu en spectateur et qui va au fur et à mesure trouver ses marques et qui va pouvoir intervenir. Clairement, GIF a fait ça. Ouais. GIF, il Avec arrive, le petit Amaury, Amaury, pardon. Il arrive dans un groupe qui se connaît depuis 20 ans. C'est difficile pour lui de se faire sa place. En plus, il est novice en jeu de rôle. En termes de RP, il a un peu de mal. Eux, ils sont carrément à l'aise. Mais ça, c'est le travail du MJ de le rassurer. Déjà, quant au fait que à chaque fois qu'il me propose une idée, et ça, je le dis souvent, l'idée est bonne. Alors, bien évidemment, eux, ils sont pas d'accord, donc on la fait pas, mais l'idée est bonne. Et avec le temps et le matraquage, le fait de lui dire que son idée est bonne, je trouve que il s'est ouvert un peu plus et qu'il a fait plus force de proposition. C'est aussi à moi de donner la parole et de dire aux joueurs, attendez, écoutez-le, il a une bonne idée. Après, libre à lui de mettre à terme son idée ou pas, mais GIF, clairement, c'est ce cas-là, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant, l'évolution dans le... Et c'est pourquoi, et c'est important, à MJ, hors partie, de faire régulièrement des briefings entre MJ et joueurs, ou même à deux, simplement, pour voir les ressentis et les attentes de chacun, puis qui peuvent évoluer, comme tu dis. Oui, mais là, tu es à la limite du contrat social que tu passes entre les joueurs et le MJ. Oui, mais qui peut évoluer aussi, le contrat social. Le contrat social, effectivement, tu fais bien, je l'ai noté, tu vois, on a un contrat social, c'est important entre le MJ et les joueurs pour savoir ce que va proposer le maître du jeu aux joueurs et pour savoir ce qu'attendent les joueurs du maître du jeu. Déjà, contrat social de base, je rentrerai pas dans les détails, mais si les joueurs veulent absolument jouer dans un univers futuriste avec des sabres laser, des blasters et des voyages dans l'espace, et que le MJ, lui, veut jouer dans un monde féodal où il y a que des chevaux et c'est une base de contrat social. S'ils sont pas d'accord, ça va mal se passer. Alors, bien sûr, je prends les poils extrêmes, mais voilà, le contrat social, c'est important et il a tendance à changer avec peut-être l'apparition d'un nouveau joueur ou de nouvelles envies. Et comme tu dis, c'est important de temps en temps, alors peut-être pas toutes les 3 parties, de refaire un point sans jouer. On joue pas. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on a fait à 3 ou 4 reprises. On a fait un petit point pour savoir déjà ce que vous en avez pensé, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de se développer qui plaisent pas. Et encore une fois, moi, je fais du jeu de rôle pour qu'on se marre. Et si au bout d'un moment ça devient des contraintes, on arrête. Et c'est vraiment pas agréable. Et pour voir aussi dans quel où est-ce qu'on va par la suite, quoi. Il y a eu un... Excusez-moi, j'essaye de rester près du micro. Il y a eu un exemple de ça. Je me rappelle d'un des débriefings qu'on a fait justement, où justement GIF, donc le joueur d'Amaury, était intervenu pour dire que il arrivait à une période où il s'amusait plus tellement. C'est vrai. Et heureusement, il y avait eu un changement. Je crois qu'il avait quand même été convaincu de continuer le. Il me semble que j'avais discuté un peu avec lui au téléphone. Voilà. Mais effectivement, il y avait quelque chose. Il avait un ressenti par rapport à la manière dont on jouait et du coup, lui, ce qu'il ressentait par rapport à tout ce qui se passait. Et heureusement qu'on a fait ce débriefing, qu'on a pu en parler avec lui et essayer de mieux appréhender son ressenti et inversement d'essayer de lui dire de ne pas hésiter à prendre plus d'initiative, si j'ose dire. Après, comme je disais, voilà, il intègre une partie où tout le monde se connaît depuis 20 piges. Pas le plus énorme. Il est beaucoup plus jeune, il est plus jeune que nous. Je peux comprendre que ça soit compliqué, tu vois. Mais on a eu la présence d'esprit entre guillemets de parler posément avec lui dans un débrief et puis vous n'êtes pas con non plus. Donc si on vous dit les gars calmez un peu le jeu, vous le faites en règle générale, tu vois. Et par rapport au débrief, est-ce que vous préférez un débrief séparé ou est-ce que c'est 15-20 minutes après la partie ou est-ce que vous faites les deux? Qu'est-ce qu'on a fait nous? Les deux, on a fait les deux. On a fait des débriefs hors partie, mais où on était tous ensemble, c'est-à-dire on coupe le micro, après la partie, et on parle et on fait un petit point. Ça, c'est déjà arrivé quelques fois. Mais aussi, on a fait des coups de fil. Alors, je connais pas tous parce que c'est en binôme, donc avec le maître de jeu. J'avais aussi, on parlait de GIF, je sais que j'avais téléphoné là-dessus pour en discuter. J'en ai fait avec toi là-dessus. Donc, je pense qu'il faut faire les deux parce que si on le fait que en groupe, quelqu'un qui a un souci peut se sentir pas oser le dire, ou s'il a un souci avec quelqu'un en particulier, il va pas oser le dire. Alors que à deux, voilà, il peut être plus libre, voilà.
Donc je pense qu'il faut faire les deux, il faut combiner les deux, à mon avis. Après, la fréquence, c'est pas facile à déterminer. En fonction des besoins. Oui, voilà. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Non, je disais juste en fonction des besoins. Enfin, des besoins et des envies aussi, parce qu'on masterise tous les 15 jours. Et il y a eu une phase à un moment donné où, je sais plus, en termes de boulot, c'était vraiment technique. Et j'avais pas envie de masteriser. Donc je disais à mes joueurs, ok, on se donne rendez-vous ce soir, mais on va débrief. En plus de ça, on avait terminé une grosse partie et ça nous a permis de refaire un petit peu de points. Mais je pense qu'on n'en fait pas assez, en fait. En fait, on en fait plus en aparté, tu sais, téléphone, mail, patati, plutôt que tous ensemble. Parce que des fois, ils peuvent avoir des visions différentes de la troisième personne et ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Je pense qu'on n'en fait pas assez. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être des axes d'amélioration, tu vois. C'est toujours... Vas-y, Mehdi. Je pense que c'est complètement une plus-value de derrière le rôle, puisque l'idée, c'est un peu les analyses d'après-partie. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on en fait, mais on pourrait en faire beaucoup plus. Enregistrer. Ouais, tout à fait, oui, c'est ça. Oui, que ce soit des épisodes enregistrés. Et justement, j'en profite pour peut-être poser une question, peut-être prendre de l'avance. De toute façon, voilà, on approche déjà de la fin. C'est vous, aujourd'hui, les gens présents. Qu'est-ce qui ferait que vous apprécieriez plus derrière le rôle si vous connaissez déjà? Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce qui ferait peut-être que basculer, que vous vous y mettriez, que vous écouteriez, et puis même de manière plus générale, vous savez, les podcasts de jeux de rôle, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui ferait que vous iriez vers un podcast de jeux de rôle, pas un autre, ou que vous feriez le premier pas, finalement? Qu'est-ce que vous attendriez d'idéal d'un podcast de jeux de rôle? Alors moi je peux juste donner mon avis. J'ai pas la chance de vous connaître, mais moi ce qui fait la différence, c'est les personnalités des joueurs et des joueuses. Clairement, s'il y a un joueur et une joueuse qui me fait rire, qui m'intéresse, j'irai vers là. Et d'ailleurs, c'est les podcasts de jeux de rôle que j'écoute et que je connais, c'est par la personnalité des joueurs et des joueuses. T'as un exemple à citer? Moi, je suivais Games of Geek. C'est fini, ils ont arrêté? Je suivais parce que j'ai arrêté parce que je sais plus pourquoi. Ouais, mais ok, je vois. Voilà. Je note. Je vais regarder, je connais pas. En vrai, cette condition-là, c'est mal barré. Hein. On est tous des connards. Ah ouais, vous avez vraiment l'air pas sympa du tout. C'est ça qui l'a fait rire, hein, je sais pas. Non, ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est juste mon opinion. Okay. Mais par contre, ça peut être intéressant d'aller vous faire connaître dans d'autres podcasts pour que les gens, je sais pas, peut-être que c'est le cas. T'as la flemme. Je vais Très bonne raison. J'ai la flemme. J'ai la flemme d'être sur les réseaux sociaux, j'ai la flemme de faire de la pub. J'ai la flemme. C'est con, hein, mais... Non, mais juste d'aller voir d'autres podcasts, des potes d'autres podcasts et... faire des genres de featuring, en fait. Ouais. Ouais. Alors, des fois, je participe à... GIF, il a un podcast et tu sais, quand tu participes, à la fin, il te laisse 30 secondes pour dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Je dis derrière le rôle, patati... Mais en vrai, j'ai la flemme, les réseaux sociaux, j'ai abandonné. J'ai la flemme de faire des Patreons, j'ai la flemme de tout ça, tu vois. C'est peut-être une bêtise, hein, tu vois, mais moi, j'ai la flemme. Là, clairement, c'est moi qui le fais tout seul, le bordel. Donc, j'ai la flemme. Oh là, voilà. Et à titre d'exemple, peut-être pour donner d'autres idées, moi, je sais que je n'écoute pas les podcasts de jeux de rôle quand le rythme est lent. Quand le MJ pose une question et que la réponse met à peu près 35 secondes à venir, je n'écoute pas. Même si l'histoire est géniale, même si le RP est génial, même si le décor est génial, moi, il me faut du rythme. C'est ma façon de voir les choses. Tu vois. Toi, c'est des gens qui te font rire ou que tu apprécies. Moi, c'est le rythme. C'est une question de rythme. Voilà. Tu vois. Mais voilà. Toi, tu en écoutes d'autres des micros? Moi, j'ai commencé avec Aria, justement, l'Actual Play, et Stars. Donc les deux jeux de rôle de Fibre Tigre. Oui, Stars, ouais. Il y a eu que 6 épisodes, 6 ou 8, je sais plus. Et j'avais aussi écouté La Bonne Auberge. Ok, à fond, ouais. Et ce que j'aimais bien, en fait, c'est l'univers. Ouais. Le rythme, effectivement, comme tu dis, et de pouvoir me projeter à la place de certains des personnages. Et de me dire, je ferais bien la même chose. Et quand j'arrive à ça, je trouve que c'est gagné. Et après, j'aime bien reprendre. Moi, je suis un peu pareil. Voilà. Après, là, tu tapes dans du lourd quand même, parce que Bonne Auberge et Stars Aria, c'est quand même pour moi le best du best, tu vois. Mais moi, j'ai découvert avec Aria. D'accord, ok. Attends, ça veut dire que tu as suivi la campagne de Ara dans Actual Play et la campagne de Derrière le rôle, la même campagne. D'accord, ok. Et je l'ai fait jouer, je suis la troisième fois où je fais jouer la campagne. Allez. Ok, d'accord. Mais pas du tout dans le même contexte. Oui, c'est ça qui est cool. Ok. Et Stars, t'en penses quoi? Juste vite fait. J'aimais beaucoup et j'ai trouvé que c'était dommage que ça ait arrêté. Je l'ai écouté 2 fois. Ouais. Et j'aimerais bien la faire jouer pour pouvoir la faire aller plus loin. Tu as lu le bouquin? Pas tout. Okay. Je l'ai lu en partie, mais pas tout. Moi, j'ai du mal. Hein.
Ouais. En fait, je voulais en transition la faire jouer Oui. pour travailler un peu le nouveau système de règles qu'on va intégrer. Et putain, j'ai du mal. Wow. Je sais D'accord. pas, j'ai un truc qui me. Après, j'aime beaucoup les règles fantasy, tu vois, de base. Mhm. Donc forcément, un truc un peu futuriste. Et puis quand les méchants, c'est des loutres avec des armures. Dans le style. Ah, Oui. Bon, bref, on digresse, mais voilà. On Alors, parlait à la j'aurais base. une question. Oui. Donc, si je comprends bien, toi, tu as quand même écouté pas mal d'épisodes de Derrière le rôle. À peu près une bonne centaine. Ouais, Je bon, dirais. d'accord. Donc, et je voudrais profiter du fait qu'on soit en direct avec un public pour te poser la question. Est-ce que tu pourrais décrire en quelques lignes nos personnages aux 3 joueurs qui sont ici présents et cherche pas à nous épargner ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça super quelques marrant lignes, de ça se fait renvoyer beaucoup, le miroir, hein. de se faire renvoyer le miroir par les par quelqu'un Alors qui vraiment, connaît. vos personnages. Ouais, si tu devais décrire en quelques lignes chacun les personnages, pas les joueurs, les personnages. Oui. Alors, pour rappel, Mehdi, il incarne César. Justement, Oui. dis pas. Ouais, Ça- mais juste pour Si si tu veux. avec les noms, c'est Mehdi, César, et Eric, c'est Carmichael. Carmichael Oui. et Aurélien, c'est Ritournel. Voilà, c'était. Oui, c'est vrai. Alors, toi, Mehdi, ton personnage, moi, je le trouve... c'est celui qui est toujours borderline. Je me prépare au pire. Non. Mais je te dis, ne m'épargne pas. Mais après, moi, les personnages que vous incarnez, je les prends tels qu'ils sont. Je le prends comme une histoire qui est racontée. Bah, c'est Et, une fiction après tout. Oui, mais c'est complètement Voilà. ça. Et c'est ça que je trouve sympa. C'est que quand tu es transporté par ce que tu écoutes, de toute façon, nous, en tant qu'auditeurs ou auditrices, on n'a pas la possibilité d'influer sur la partie. Donc moi, je me place en position de spectatrice, d'auditrice, et je profite de l'histoire. Et des fois, ton personnage, j'ai envie de lui donner un coup de pied au derrière, ou lui remettre les oreilles dans le sens de la marche, parce que D'accord. je me reconnais pas forcément dans ce qu'il fait, Mhm. mais tu as une manière de le faire qui est quand même, on sent l'humour qui est derrière, Mhm. et j'aime beaucoup ça. Mais je pense que c'est toi qui transparaît sur ton personnage, tu vois. Il y a un mélange des deux, Ouais, et évidemment. je trouve ça hyper sympa. Mais Après, 3 adjectifs par exemple. 3 adjectifs. Ouais. Il est exigeant en plus. Mais- Têtu, Ouais. obtus, des fois. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Trapu. Non, inconscient. Ouais, c'est Ok. Les autres Pour ton personnage, Eric, après, moi, il me fait penser un petit peu au personnage de Daz, pour certains aspects dans la version d'Aria de Fibre Tigre, avec ce beau parleur, Ah oui. le mec Ouais. qui est avec beaucoup de bagou, qui va parler, et tu le joues énormément. Et des fois, c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est bon, allez, agis. Et Ah, je parle trop. ouais, mais c'est pas Non, grave. j'agis pas, ouais. Franchement, c'est pas grave. Mais voilà, au niveau du personnage, je me dis, vas-y, agis. Et D'accord. voilà. Et Aurélien, c'est vrai pour Ah. Ritournel, Ouais, alors qu'il est arrivé après. Ouais. Donc il a dû arriver vers le 20e épisode, non, un truc comme ça. Oui, c'est à voir. peu près ça. Ah ouais. Oh, plus proche, je crois, 10e, pas plus, parce que c'était au niveau de la forêt. De Sauvagny Non. Non, il quittait un village, mais Ouais, voilà, enfin, ouais, peu bon, importe. il a- Ouais. Et ton personnage, après, toi, c'est plus le guerrier mais gentil, enfin le combattant gentil. Le pas Bah, combattant, combattant. le lâche gentil peut-être, non? Ouais, Non, mais Voilà. moi, de mon souvenir, c'est lui qui se retrouve souvent mis en avant, quoi. Ouais. Mais, Je suis une superstar. Ouais. alors, je dirais pas ça. Moi- J'ai pas dit ça. Alors moi, Aurélien, son personnage, c'est un des personnages avec qui j'ai le plus de mal. Pourquoi Personnage, hein, pas Oui, pas le joueur. pas joueur, tu vois. Mais parce qu'il est, il est hautain, il est prétentieux, et à chaque fois qu'on va lui demander de faire quelque chose parce que il a les capacités de le faire, Oui, il va mais il dire le non. fait pas. Et en fait, c'est à la fois intéressant parce que moi je me marre beaucoup, et Oui. c'est le but du truc, et à la fois j'ai envie de lui mettre des baffes dans les micros parce que il pourrait vraiment régler beaucoup de situations, Oui. mais comme il veut pas le faire parce qu'il t'emmerde de base. Oui, du mais coup, c'est son personnage Ah oui, oui, qui est non, un mais peu c'est- caractériel. ah oui, oui, c'est très t'as bien. raison, un but c'est de très lui-même, bien. t'as Ah raison. ouais, c'est très bien. Mais, Et du coup, là, je lui dis pour la prochaine d'éviter de. Avec des principes. Il a des Ouais, principes ouais, mal ouais. placés. Et je crois que pour la prochaine campagne, il va faire pareil, tu vois. Donc on va essayer de. Non, je vais essayer de moduler le Vas-y, côté ça marche. prétentieux. J'ai une petite liste là de toute façon de trucs à te donner. Bon, et alors du coup, il nous reste à peu près 8 minutes là pour terminer. D'autres remarques? Moi, ça me dérange pas d'en parler pendant des heures, mais on va se faire virer, je pense, par la régie. Voilà. Ok, donc on va terminer, on va aller 5 minutes, par un sujet qui a un peu son importance. On en a brièvement parlé tout à l'heure, parce que le jeu de rôle, c'est du partage. Forcément, c'est difficile de jouer
au jeu de rôle tout seul, quoi, que maintenant avec certains jeux vidéo on peut le faire, mais il y a quand même des besoins qui peuvent être un peu spécifiques. Avec Mehdi par exemple, qui va nous parler de ces fameux moyens qu'il a développé pour jouer avec nous, parce que il s'est exprimé tout à l'heure, comme il est aveugle, c'est pas tous les jours forcément évident. Donc pour te rappeler, Mehdi, tu m'avais parlé d'accessibilité numérique. Je te donne des pistes, après tu développes. Si tu veux pas développer, tu me le dis. Si tu veux te barrer, tu me le dis aussi. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais quelque chose que j'entends à chaque fois que je joue avec lui, c'est les fameux lanceurs 2D. Alors, ça peut paraître con, mais il y a des applications qui permettent de le faire. Tu confirmes, t'infirmes ? Ouais, tout à fait. Donc, en tant que rôliste non-voyant et qui joue aussi à distance, parce que c'est vrai, quand on est à une table avec d'autres joueurs, ils peuvent lancer les dés, ils peuvent regarder ma feuille pour moi, me dire les résultats, etc. Là, du coup, les dés, jouer avec des dés en relève, ça existe, des dés à 6 faces, mais ça se trouve assez facilement, disons pas difficilement, mais par contre des dés, vous savez, 8 faces, 10 faces, etc., qui peuvent être beaucoup utilisés en jeu de rôle, des dés en braille, c'est extrêmement dur à en trouver. Ça coûte cher aussi, non ? Ça coûte cher. Moi, j'ai failli les faire importer des États-Unis, pour vous dire, juste des dés en braille, pardon. Et au final, j'ai un pote qui a acheté une imprimante braille, et une imprimante 3D, voilà. Ouais. Et voilà, finalement, donc j'ai trouvé un patron de dés, et voilà, il m'a imprimé tout un set. Vous voyez, c'est le genre de petit sujet que moi, en parallèle, je vais. Et tu les as pas ramenés là ? Non. C'est con, on aurait pu voir. Mais après, en vrai de vrai, bon, de toi à moi, les dés, maintenant, avec les imprimantes 3D, ça peut se faire, ça peut s'acheter. Moi, ce qui me bluffe, parce que je le vois à chaque fois que tu m'en parles, c'est tout ce qui est intelligence artificielle pour résumer des documents, décrire des images, faire des images. Ça, moi, je trouve assez ouf, parce que moi, je sais pas dessiner, et en vrai, avec l'IA, tu t'en sors genre 1000 fois mieux que moi, non ? Oui. Après, pareil, pour faire un portrait de son personnage, aujourd'hui, je pourrais faire un portrait de personnage avec des IA qui peuvent imiter le personnage. Donc, je peux passer longtemps à décrire, à me refaire décrire tout ça en autonomie. Et finalement, je peux arriver avec une illustration de mon personnage. Idem. Un autre joueur peut m'envoyer son portrait de personnage. Ou d'un personnage qu'on va rencontrer dans l'histoire. Aujourd'hui, en une poignée de secondes, je peux me faire décrire par ChatGPT, ce genre d'intelligence artificielle là. En quelques secondes, je peux me faire décrire très en détail une image. Donc ça me donne plus encore d'interactivité avec le reste du groupe qu'il y a encore quelques simples années. Et puis il y a les lanceurs 2D effectivement sur ordi ou sur smartphone qui sont compatibles avec mes lecteurs d'écran. Lecteur d'écran, c'est ce qui fait parler mes machines pour que j'entende ce qu'il y a sur l'écran. En une poignée de secondes, je peux lancer mes dés et avoir mon résultat un petit peu, un peu comme les autres joueurs à la table. Donc ça m'inclut d'autant plus dans ce loisir qui déjà, par définition, est un loisir qui est accessible à beaucoup de situations. On parle de handicap, donc c'est vrai que c'est un loisir où on a juste besoin d'être assis, d'écouter et de parler. Alors c'est vrai que il y en a qui parlent plus que d'autres. Ouais. Déjà. mais voilà, c'est quand même un loisir qui est très accessible. Et comme le podcast, qui est le format de Derrière le rôle et qui nous intéresse aujourd'hui à ce festival, ce sont des choses qui permettent quand même à un très 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 grand nombre de gens d'en profiter. Parmi tous les médias qui existent, ça fait partie et des loisirs. Les deux se rejoignent ici comme étant particulièrement accessibles au plus grand nombre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je continue. Puis je précise aussi l'IA et tous les outils qu'il utilise aujourd'hui, parce qu'il en a besoin. Vous pouvez l'utiliser. C'est assez bluffant. Moi, je sais qu'on a la campagne, on a des notes. À chaque fois, on écrit des notes et ça représente genre 140 pages d'un fichier Google Doc. Et il suffit de balancer ça à l'IA pour qu'il te sorte un espèce de simili-roman. Alors, nous, c'est entre guillemets un peu avancé, mais pour un MJ qui débute, vous pouvez balancer quelques idées que vous avez dans la tête et lui dire décris-moi en une trentaine de lignes une situation que pourraient vivre mes joueurs. Encore une fois, on peut être MJ dans toutes les situations. Si vous n'avez pas d'imagination, aujourd'hui, c'est pas grave. Vous pouvez largement broder avec des intelligences artificielles. Vous pouvez même dire tiens, tu me parles d'une maison, est-ce que tu peux me faire une image ? Et il va vous générer une image. C'est toujours une plus-value à apporter aux joueurs si vous avez besoin de support. Donc, moi, je milite pour que déjà on fasse tous du jeu de rôle à l'école, parce que non, peut-être pas à l'école, mais qu'on fasse de plus en plus. Mais tu sais que ça se fait le jeu de rôle à l'école. Ouais, carrément. Ouais. Et ils ont fait un truc sur My Little Pony là, qui est absolument génial. Oui. Et moi, j'en ai fait avec ma gamine et franchement, c'est fou, quoi. Vraiment, c'est fou. Mais voilà, tout ça pour dire que non, c'est pas dur. Ça demande de
de s'y intéresser, forcément, mais ça reste beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 5 ans, quoi. Donc voilà. Ça s'est quand même démocratisé. Nous, quand on a commencé carrément. le jeu de rôle, c'était l'époque de Mireille Dumas, Dr. Graël, le jeu rend vos enfants fous, etc. Enfant de Satan. Voilà. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. Beaucoup de gens, même s'ils n'en ont pas fait, on a entendu parler. On voit, ça a complètement changé. Puis même dans certains films, séries, notamment Stranger Things, on le voit à l'écran, quoi. Les mecs clairement jouent à Donjon, tu vois. Donc c'est quand même une série qui a eu son public, beaucoup de. Ouais, donc et c'est- Big Bang Theory encore avant Ouais, ça, Big qui Bang a Theory, énormément popularisé et qui a fait un peu participer à cette bascule. Le geek peut être cool aujourd'hui, alors qu'il y a je sais pas, 15-20 ans, voilà, le geek passait difficilement pour cool en société. Ouais, non, c'est clair. Voilà, je pense qu'on a à peu près fini. Je sais pas, en régie. Ils s'en fichent en régie. Allô, la régie. En fait, je sais pas exactement, je vais être franc, parce qu'on est dans les coulisses, je vais être franc. Ouais, non, j'ai juste l'heure en fait. C'est en vert. C'est-à-dire combien de temps? Parce que moi je peux partir, hein, mais Normalement, il est 18 mais c'est heures, là. 18h normalement, non? Non, c'était 18h15. Mais éventuellement, Non, on peut faire pas un possible. peu de questions-réponses avant de rendre l'antenne. Questions-réponses. Posez-nous des questions, on vous donne des réponses. Ah, ou vous faites alors, l'inverse. moi, j'ai une Non, question. juste en régie. C'est les coulisses, hein, moi j'en ai rien à faire. En régie, s'il vous plaît. Allô. Et il nous reste combien de temps concrètement là? 5 minutes? Ça y est. Ouais, 5 J'ai minutes. juste une question par rapport à ceux qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, qui ne savaient pas ce que c'est avant. Est-ce que ça vous a éclairé ou est-ce que c'est encore un peu flou ou est-ce que vous avez une question là-dessus pour comprendre ce que c'est? Est-ce qu'on a été clair? Qui c'est qui n'a jamais fait de jeu de rôle déjà ici? Ouais, levez la main, ceux qui n'ont jamais fait. Tout le monde a fait de jeu de rôle là? Ah, t'as jamais fait de jeu de rôle? Sans déconner avec ce que tu fais. Bah alors? Je pense que ça te plairait, ceci dit, tu t'excellerais là-dedans, parce que c'est beaucoup d'impro, donc je pense que ça. Ouais, bah voilà, très bien. Du coup, on s'adresse pas à toi. Ben, en fait, ça serait personne si tout le monde en a fait alors. Vous avez C'était- tous fait du jeu de rôle ici? Et c'était quoi la question que tu voulais poser? Attends, on in n'a pas fine le même public que tout à l'heure alors ça a changé. Ah oui, ça a bougé, d'accord, ok. Oui. D'accord, bon ben. C'était quoi la question que tu voulais? C'était en fait, par rapport à ceux qui n'avaient pas fait de jeu de rôle tout à l'heure, c'était savoir si eux, ils avaient, à partir de ce qu'on a discuté pendant une heure là, s'ils avaient compris un peu mieux ce que c'était le jeu de rôle. Non, de Est-ce toute qu'il y avait évidence, encore ils se sont de fait chier. C'est pour ça qu'ils sont plus là. Ouais, c'est clair. Alors, parenthèse, on a un chat. Si vous avez 4 questions, on a 5 minutes, 4 minutes. N'hésitez pas, je crois qu'il y a un léger différé, mais c'est pas grave, on essaiera de voir ça. Voilà, sinon, ah bah si, puisque personne n'a des questions, là, moi, il veut pas, mais on va le faire. Mehdi, toi, on peut te retrouver sur YouTube, non? C'est ta promo, instant promo. Allez, la T'as Porteur Bercy réclame. devant C'est toi, tu peux y parti, aller. attention. Donc, vous pouvez me retrouver sur Ludaccess, Luda2CE2S. Et oui, je fais exprès de faire une voix un peu de présentateur, voilà, de crooner, présentateur télé. Et bien, voilà, donc en fait, oui, bah, c'est des sujets sur la culture. En fait, j'ai essayé de professionnaliser tous les sujets qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire les mondes de l'imaginaire, de l'audio, du jeu vidéo, de la culture, des IA aussi. Donc en fait, tout ça, j'ai une chaîne, une fois de plus, Ludaccess, vous trouverez sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on se croisera un jour aussi autour d'animation. J'anime des animations autour, par exemple, de l'accessibilité des jeux vidéo et le handicap. Voilà, je fais ce genre de choses. Tu as des invités des fois, je crois. Oui, j'invite des gens. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur ma chaîne, etc., venez m'en parler parce que tant que des gens ont des choses intéressantes à dire, qui sont passionnés, avec ou sans handicap ou n'importe qui. Non, vraiment, non, on peut Tu élargir. m'as jamais invité, moi. Si, je t'ai invité pour parler de jeux de rôle. Tiens, non. Sur YouTube? Bah oui. Non. ça Oui, en prouve- ça audio. prouve que en tu audio, restes sur ma chaîne, ça fait très plaisir. Non, pour moi, YouTube, c'est de la vidéo. Et on Oui, n'était pas mais filmé. c'est un talk oui, qu'on a mais fait. c'était il y a Ouais, longtemps. ouais. Donc finir. voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je crée des jeux également. J'ai notamment créé des jeux de rôle. J'ai créé des fictions interactives tout d'abord. Les noms, si jamais ça peut vous intéresser, c'est Source Fable. Ça s'écrit comme ça se prononce. Et Confrontation Saga. Et en fait, vous savez un peu, c'est des formats narratifs, donc c'est du texte, mais derrière, il y a des mécaniques de RPG, il y a des combats au tour par tour, des choses comme ça. Et c'est génial. Et il y a c'est des trucs à choix multiples, mais c'est quand même assez étoffé. Non, c'est bien. C'est assez étoffé. Et du coup, il y a ça. Et puis ensuite, je suis passé à l'IA. Et maintenant, j'ai créé des jeux de rôle conduits par ChatGPT, par IA. Voilà, donc en gros, vous avez un maître de jeu virtuel qui va vous faire des aventures dans les univers que vous voulez. Il vous fait créer des persos, il vous force à respecter des règles
quand tout se passe bien. Voilà, et puis je vais bientôt upgrader, passer à la nouvelle génération. Je vous embête pas avec la technique, mais que l'IA aujourd'hui représente un maître de jeu virtuel. Les IA étant faites pour être gentilles et pour servir la personne derrière le chat. Il y a des limitations, même si j'ai essayé de au maximum resserrer optimiser. Mais voilà, je vais bientôt basculer sur une autre façon de créer des jeux. Créer de l'interaction, créer de la narration, créer de l'imaginaire. Et alors, ce sera toujours au format numérique, hein, mais toujours est-il que voilà, j'ai hâte d'avoir un peu de temps pour explorer tout ça. Ça pourra être des jeux vidéo, ça pourra être ça peut prendre plein de formes. Ça peut être de l'interaction sous forme de talk avec une IA. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a plein de portes qui s'ouvrent aujourd'hui et qui vont changer un petit peu la façon de jouer, la façon de parler, la façon de communiquer. Et je veux explorer ça. Ok. Il nous reste à peu près 1 minute. Un mot de la fin, Eric. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et également pour vos retours. Et puis voilà, j'espère qu'on vous aura. C'est la première fois qu'on se présente sur scène pour parler d'un podcast. C'est un peu une consécration pour moi. Voilà. Aurélien, mot de la fin vu que t'es fin. Octogonal. Mais dis mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci à toutes et tous d'être présents et puis de nous avoir accueillis sur cet événement. Ouais, pareillement. Et puis c'est cool. Voilà. Le track est passé finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ça va finalement. Bon, ouais. Impeccable. Du coup, on peut rendre l'antenne quand tu veux. Merci beaucoup.